Il n'y a plus de règles. Chacun peut faire ce qu'il veut à tout moment. C'est la jungle. Parfois, les parents sont même plus addicts que les enfants. Pour moi, c'est pas est-ce qu'on a perdu le contrôle, c'est comment on reprend le contrôle. Et souvent, les parents se trompent à ce sujet parce qu'ils sont persuadés que si leur enfant il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, on lui a acheté tout ce qu'il a besoin et il ne va pas aller chercher du contenu problématique. Et en fait, c'est faux. 2/3 des enfants de 15 ans sont déjà tombés sur du contenu pornographique de manière intentionnelle ou pas. J'ai un enfant de 12 ans qui m'appelle. Et il pleure au téléphone, il me dit « je t'en supplie, mets-moi un filtre ». Parce que si je dis à mon père, déjà il va me reprendre le téléphone, parce que c'était mon cadeau de 12 ans, et en plus il va s'énerver. Il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent des téléphones, et en fait les parents ne s'imaginent même pas. On les laisse en totale liberté, en espérant qu'ils ne tombent pas dessus. C'est comme mettre du poison dans une bouteille au frigo et espérer qu'il ne va pas la boire. C'est pas possible. Salut à tous et bienvenue sur ToraBox. Aujourd'hui, on n'est pas dans notre studio habituel, on est en France, dans notre studio parisien. Et pour cet épisode, on ouvre un sujet qui concerne absolument tout le monde. Parents, ados, célibataires, religieux, pas religieux, personne n'y échappe. Un sujet qu'on pense maîtriser mais qui en réalité peut complètement nous dépasser. C'est le sujet de la protection de nos téléphones et de nos ordinateurs. On va comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui et surtout, jusqu'où ça peut nous protéger. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette émission et pour en parler, on reçoit un expert du sujet qui est sollicité du matin au soir par des parents inquiets, par des ados perdus et même par des enfants qui l'appellent en cachette. Et avec les histoires qu'il va nous raconter aujourd'hui, vous allez vite comprendre que la réalité dépasse largement ce qu'on imagine. Alors c'est parti tout de suite avec Daniel Dahan. Salut Daniel, on est super content de t'avoir ici à ToraBox dans les studios parisiens de Panim El Panim. Bienvenue. Merci Youssef. Daniel, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'aimerais savoir en tant qu'expert, c'est quoi la première chose qui te choque quand tu vois comment aujourd'hui les gens utilisent leur téléphone portable, par exemple? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui choquent en réalité. Il y a beaucoup de problèmes. On est confronté à énormément de problèmes au niveau des enfants, des couples, des adultes, dans le travail, dans l'étude. Mais ce qui me choque le plus, en réalité, c'est le manque de règles, le manque de réglementation. On a l'impression que chacun peut faire ce qu'il veut. À tout moment, on a un téléphone qui nous permet d'avoir du divertissement à la demande. Peu importe où on se trouve, on voit des gens qui font des choses qu'ils n'auraient pas fait avant sans smartphone. C'est-à-dire la même action, si elle n'était pas avec un smartphone, ils ne l'auraient pas fait. Et ça me rappelle parfois un peu le début de l'automobile, où à l'époque, il n'y avait pas encore de règles, il n'y avait pas de panneaux, il n'y avait pas de feu. Et en fait, il y avait, sur la même route, il y avait des enfants qui jouaient, il y avait des chevaux, des gens qui marchaient avec des chevaux, des charrettes, il y a les gens qui faisaient leurs courses, il y avait le marché. Et en fait, une des premières années de l'automobile, quand ça a été l'explosion des ventes de voitures aux États-Unis, il y a eu 1000 morts juste à New York en 1929, et dont 400 enfants. Et en fait, on a mis des années avant de comprendre qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et qu'il faut des règles et qu'il faut mettre des panneaux, il faut faire des trottoirs, il y a des endroits pour la route, il y a des endroits pour les voitures, des endroits pour les gens qui marchent. Et je trouve qu'Internet, on est encore dans le début. En fait, ça fait déjà 20 ans que ça existe, mais on a toujours ce problème où... C'est marrant de parler de début en 2025, c'est vrai que ça fait... Ouais, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça nous est tombé d'un coup dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas, comme on dit chez nous, une massorette. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu une transmission de comment se conduire par rapport à la technologie, par rapport au smartphone, parce que nos parents ne les avaient pas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une génération où parfois les parents sont même plus addicts que les enfants. Il n'y a plus de règles. Chacun peut faire ce qu'il veut à tout moment. Il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus d'heures de travail, il n'y a plus de limoud, il n'y a plus de fila, il n'y a plus de concentration. J'ai des étudiants qui m'appellent, qui veulent mettre le filtre parce qu'en fait, ils sont à la fac en train d'écouter le cours et ils regardent une vidéo en parallèle avec un écouteur, avec un AirPod dans une des oreilles. L'autre fois, j'ai pris un chauffeur de taxi qui était tout le trajet sur TikTok en train de regarder des vidéos. Heureusement que sa voiture, elle sonnait dès qu'il mordait la ligne, comme ça au moins ça le remettait sur le droit chemin. Et en fait, donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus aucune règle. Donc c'est la liberté totale, c'est la jungle. Et je trouve qu'on est arrivé à un stade où si on ne reprend pas tout de suite le contrôle, c'est fini. Alors évidemment, tu vas nous expliquer c'est quoi un filtre, à quoi ça sert, comment ça s'installe, est-ce qu'il y a des inconvénients, c'est quoi les avantages. Mais pour continuer un peu dans ce que tu viens de dire, aujourd'hui on voit des jeunes filles danser devant leur téléphone en plein milieu de la rue pour ensuite les poster sur TikTok. Apparemment, c'est un effet de mode. Le pire, c'est que des fois, on voit des gens filmer un accident avant de penser venir aider ceux qui sont dans l'accident. Et aujourd'hui, on donne de la valeur à une personne par rapport à son nombre de followers sur Instagram. Et aujourd'hui, un gamin de 12 ans, il peut tout savoir, il peut tout consommer. Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu le contrôle de notre société? Alors effectivement, on a perdu le contrôle. Ça, c'est évident. Il n'y a pas aucun doute là-dessus. La question, pour moi, c'est pas est-ce qu'on a perdu le contrôle, c'est comment on reprend le contrôle, justement.
C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre le problème. Ce qui se passe souvent, c'est que l'approche avec les téléphones, c'est qu'on attend la catastrophe. On attend qu'il y ait un problème, on attend qu'il y ait un enfant qui tombe sur du contenu problématique. En général, il ne nous le dira pas tout de suite, on le saura au bout d'1 an ou 2 ans. Et en fait, à ce moment-là, on va commencer à s'en occuper. Donc, on va lui mettre un filtre. Et souvent, parfois, les parents, ils tombent même dans une extrême où l'enfant, il a tout. Et du jour au lendemain, on lui dit, à partir de maintenant, tu n'as plus rien. On va tout te bloquer, on va t'enlever les réseaux sociaux, on va t'enlever Snapchat, Instagram, TikTok. Et en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, il faut traiter le problème à la source. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dès le début, il faut avoir des règles d'utilisation. Et je pense qu'on peut reprendre le contrôle. C'est possible, mais pour cela, il faut vraiment comprendre quel est le problème, pourquoi. Il y a un petit fascicule, un petit livre qui a été écrit par Rav Gottlieb, qui est le fondateur de TAG, qui a été écrit déjà en 2011. Alors TAG, pour expliquer, c'est quoi? Alors TAG, c'est une association internationale qui a été fondée suite à la création des premiers iPhones. Il y a eu un énorme rassemblement aux États-Unis qui s'appelait Kinous Klal Israël. Dans ce Kinous, dans cette assemblée, ils ont rempli 2 stades à New York, 2 stades de baseball. Et tous les rabbinim ont parlé du problème d'Internet. Et c'est vrai qu'à l'époque, on ne voyait pas le problème. Même moi, personnellement, je me disais, bon, ils exagèrent. Alors, on va se resituer. On est en 2006, 2007 à peu près. 2007, sortie du premier iPhone. 2007, sortie du premier iPhone. Évidemment, c'est une révolution dans le monde de la téléphonie. Des écrans en plus sans clavier, etc. Avec un iPod à l'intérieur, on peut écouter la musique, on peut tout faire avec ces téléphones-là. Et déjà, au même moment, les rabbinim voient tous les problèmes qui vont arriver avec ce style d'appareil. Et donc, ils se réunissent dans un stade. Je crois que tu m'avais dit que ça avait tellement de monde, donc ils ont rempli un deuxième stade. En fait, suite à ce rassemblement, où il y a eu des prières, bien sûr, il y a aussi quelques discours, ils ont pris aussi la décision de créer une association qui s'appelle TAG. En fait, le but de cette association, c'est de guider, conseiller, accompagner les enfants, les adultes, les parents, parfois même les écoles. Ils ont des programmes aux États-Unis, ils ont carrément des programmes pour les enseignants. On n'a pas encore ça en France, on va essayer de l'apporter peut-être. Mais en tout cas, il y a des programmes pour accompagner, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais à la source, pas attendre que le problème arrive. J'ai un directeur qui m'a appelé la semaine dernière d'une grande école à Paris. Il m'a dit, j'ai un problème le lundi. Le lundi, les enfants dorment. Ils sont plus en forme, ils arrivent même plus, il y en a certains, ils n'arrivent même plus la force d'écrire. Tellement ils ont passé de temps sur les écrans, sur leur smartphone, sur la tablette, peu importe, la console de jeu. Et en fait, il faut trouver une solution à ça. Et donc, en fait, TAG, c'est un peu, moi j'aime bien dire qu'on est un peu les Chabad de la technologie, parce qu'en fait, c'est une association internationale. On est partout, aux États-Unis, en Australie, en Europe, en Israël. Et on s'occupe des gens. Donc, on les aide, on les accompagne, on leur propose des solutions de filtrage. Et notre but principal, c'est de leur prouver que tout fonctionnera malgré le filtre. Parce que souvent, les gens ont peur d'installer un filtre. Alors déjà, on va revenir au niveau technique. C'est quoi un filtre? Comment ça s'installe sur un téléphone, sur un ordinateur? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça se fait seul? Est-ce que ça se fait à l'aide de techniciens comme toi qui aident les gens à installer? En quelques mots, explique-nous c'est quoi ce filtre et comment il s'installe. Par rapport à l'installation, elle dépend de chaque appareil, chaque système. Donc l'installation sur un ordinateur Windows ou sur un ordinateur Mac, un iPhone ou un Android ne sera pas la même. Mais déjà, c'est compatible avec tous ces systèmes-là. Compatible avec tous ces Mac, systèmes. Android, Mac, Windows, Android, etc. iPhone, iPad. Maintenant, comment concrètement ça fonctionne? Nous, en fait, on installe un programme qui s'appelle NetSpark. Alors, je tiens quand même à préciser, il y a d'autres filtres. Okay. Alors, on va essayer d'expliquer en détail pour que les gens comprennent. NetSpark, c'est une société, d'accord, qui produit un filtre de protection pour les téléphones, pour les ordinateurs. Mais il existe d'autres filtres, d'autres sociétés de filtres qui proposent le même service. Exactement. Nous, on a décidé de travailler chez TAG en France avec NetSpark principalement parce que c'est le seul filtre qui est compatible avec tous les appareils. Parce qu'il y a certains filtres qui fonctionnent uniquement sur Windows, certains filtres qui fonctionnent uniquement sur Android. Et donc, en fait, NetSpark, c'est le seul logiciel qui est compatible sur tous les appareils. Et aussi, on a l'avantage que ce filtre peut être adapté à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une pâte à modeler. On peut l'adapter, on a des niveaux, des catégories, on en reparlera peut-être après. Évidemment, on va revenir après sur les niveaux de filtres, les niveaux très fermés, niveaux plus ouverts. Exactement. Donc, en fait, il y a des catégories, il y a des niveaux. Et en fait, on peut faire un filtre sur mesure pour chaque personne. Donc en fait, souvent les gens ils viennent, ils se disent oui, mais moi j'ai peur d'installer un filtre, j'ai peur de plus pouvoir travailler, j'ai peur de plus pouvoir utiliser ce que j'avais avant. En fait, nous on rassure les gens et on va essayer de leur mettre un filtre qui est vraiment adapté, taillé pour eux. Alors évidemment, ça se fait pas du premier coup, parce que quand on va faire un costume chez le tailleur, on sort pas directement avec le costume, on doit revenir plusieurs fois pour prendre les mesures et l'adapter. Mais nous, notre but, c'est d'arriver à ça. Alors avant de continuer, est-ce que tu peux détailler, c'est quoi de manière générale les dangers qu'on retrouve sur Internet, même si on peut déjà imaginer certains problèmes qu'on peut trouver?
Alors en fait, il y a plusieurs dangers. Alors évidemment, il y a le danger de base, qui est le contenu adulte. Okay, j'aime pas trop utiliser le terme pornographie, mais on va le dire une fois pour être bien clair. Il y a de la pornographie, il y a du contenu adulte. Et souvent, les parents se trompent à ce sujet parce qu'ils sont persuadés que si leur enfant il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête, bien dans ses baskets, on lui a acheté tout ce qu'il a besoin, il est dans une bonne école, il ne va pas aller chercher du contenu problématique. Et en fait, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que beaucoup de parents pensent que l'enfant n'est pas censé avoir des questions. Mais en fait, c'est faux. L'enfant a des questions, c'est naturel, c'est tout à fait normal, ça fait partie de son développement. Et le problème n'est pas dans les questions, le problème il est dans les réponses. Qui va lui donner la réponse? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un rabbin? Est-ce que c'est un professeur? Quelqu'un qui va lui expliquer bien les choses, adaptées à son âge, adaptées à son niveau. On ne comprend pas les mêmes choses à 8 ans, à 15 ans et à 20 ans. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants, ils ont des questions. Et donc, en fait, aujourd'hui, en plus, on a ChatGPT, donc c'est vraiment encore plus rapide. Mais en tout cas, les enfants, ils ont une question, et ils vont demander à Google. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Google va leur donner photos, vidéos, guide d'emploi. Et en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on aimerait que notre enfant regarde. Et parfois, une image suffit pour perturber l'enfant dans toute sa vie. Toute sa vie. Il aura des problèmes plus tard. Il aura du mal, il aura un regard négatif sur les femmes. Il va être très perturbé, ça va le déranger. Il ne va plus regarder. Il va perdre en fait son innocence d'enfant. Avec une image, déjà, ça suffit. Alors j'aimerais qu'on développe ce point. Des fois, une seule image suffit, parce que ça peut des fois être facile à comprendre pour certains, mais pour d'autres moins. Et je l'ai remarqué, ça, en discutant beaucoup de ce sujet-là quand j'ai préparé l'émission. Tu m'as dit, en préparant l'émission, par exemple, qu'on pouvait des fois aller sur un site internet lambda, et des fois on peut aller sur un site d'achat, c'est pas une coque de téléphone, et on va tomber sur... Alors c'est vrai. En fait, le problème d'Internet, c'est ça. C'est qu'Internet, c'est des liens. C'est une toile. C'est pour ça qu'Internet s'appelle la toile. Parce qu'en fait, c'est des liens qui redirigent vers d'autres liens. Et en fait, c'est un enchaînement d'informations qui arrive au fur et à mesure. Plus on avance, plus on reçoit des données, des informations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, l'enfant, il veut juste chercher quelque chose de bien. Il veut voir un match de foot, il veut parfois voir un film, il cherche un site de streaming. Et en fait, ces sites, souvent, sont remplis de pubs, remplis de contenus problématiques, de contenus adultes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est avec ces éléments-là qui vont attirer les gens. Parce qu'en fait, le but sur Internet, que ce soit pour les géants de la tech, que ce soit Facebook, Google, peu importe qui, leur but, c'est de capter l'attention, c'est de garder les gens. En fait, il y a une guerre entre eux qui va maintenir le plus de temps les utilisateurs sur leur site. C'est pour ça aussi que tous les réseaux sociaux ont une messagerie. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on n'a pas besoin de messagerie. On a WhatsApp, on a SMS. Pourquoi on a besoin d'avoir une messagerie dans Facebook, une messagerie dans Instagram, une messagerie dans Snapchat? Pourquoi alors? Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils veulent capter l'attention. Ils veulent garder les gens sur leur application. Donc, ils savent que si les gens ils vont juste aller pour voir des infos ou des nouveaux tweets ou des nouveaux peu importe, ils ne vont pas rester longtemps parce qu'ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire, ils vont quitter. Mais quand on fait de la messagerie dans l'application, on a en quelque sorte gagné de fidéliser les utilisateurs sur notre site. On est sûr qu'ils vont revenir parce que c'est là-bas que ça se passe, c'est là-bas que les échanges se font. C'est pour ça d'ailleurs que WhatsApp a été racheté pour une somme astronomique par Facebook. Parce qu'en fait, WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp, c'est des milliards d'utilisateurs. Et au fur et à mesure, ils sont en train d'intégrer d'ailleurs leurs données de Facebook, Instagram. C'est ça, aujourd'hui, on peut partager un statut sur WhatsApp qui va automatiquement, sans rien faire, être partagé sur Insta, sur Facebook, etc. Exactement. Donc pour revenir à notre question initiale, les parents en fait ne voient pas le problème parce que ça commence par une simple messagerie. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un monde dynamique qui évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve par exemple avec WhatsApp, qui était une simple messagerie au début et qui au fur et à mesure est en train de devenir un réseau social. On peut aujourd'hui intégrer des groupes avec des inconnus qu'on ne connaît pas, et ça, beaucoup de parents ne le savent pas. On peut taper sur Google, chercher groupe de peu importe quoi, groupe de films, groupe de trucs, groupe de ce qu'on veut. Et en fait, on peut, à travers ces groupes, intégrer des groupes d'échange et avoir accès à beaucoup de choses. Oui, mais il y a peut-être des parents qui te regardent et qui disent ok, mais le premier point qu'il a développé, les sites adultes, mon fils, il a 12 ans, il ne va pas aller sur des sites adultes. Enfin, c'est inimaginable, quoi. J'ai confiance en lui, il n'ira jamais sur un truc comme ça. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces parents? Alors en fait, le problème, c'est pas est-ce qu'il va aller chercher. Évidemment qu'il ne va pas aller chercher. En général, dans la majorité des cas, la première image choc ou le premier accès à un site problématique, il n'est pas parce que l'enfant il a été le chercher, il est parce que ça lui est tombé dessus. Parfois, l'enfant il veut juste aller voir un résumé de foot, un site de streaming pour aller voir un match, pour voir un film. Et en fait, dans ces sites, il y a d'autres contenus parce que notre but, c'est de capter son attention et de le maintenir là-bas. Et donc, en fait,
Il y a une étude qui a été faite en 2022. 2 tiers des enfants de 15 ans sont déjà tombés sur du contenu pornographique de manière intentionnelle ou pas. 1 tiers des enfants de moins de 12 ans sont déjà tombés sur du contenu pornographique de manière intentionnelle ou pas. C'est qu'en fait, ils ne vont pas aller chercher. Ils vont pas aller chercher. Mais dès qu'on leur envoie, dès qu'ils tombent sur un site comme ça, une image, alors ça éveille en eux leur curiosité. Et en fait, ce n'est pas des questions auxquelles ils peuvent parler avec leurs parents, parce qu'on n'a pas mis en place, justement, ça fait partie du problème qu'on a parlé au début, on n'a pas mis en place des structures qui leur expliquent les choses. En fait, on les laisse en totale liberté, en espérant qu'ils ne tombent pas dessus. C'est comme mettre du poison dans une canette, dans une bouteille au frigo et espérer qu'il ne va pas la boire. Ce n'est pas possible. Et de notre expérience, je veux quand même le préciser, 100%, pas 99%, 100% des enfants qui ont un téléphone non filtré sont déjà tombés sur du contenu pornographique. Ce n'est pas des études, on n'a pas d'études qui le confirment, mais on a le retour des enfants et les enfants nous le disent. Alors ils ne nous le disent pas tout le temps à 12 ans, mais parfois ils nous le disent à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans. Plus tard, ils nous le disent et on sait que 100% des enfants qui n'ont pas de filtre vont tomber sur du contenu problématique. C'est évident. D'ailleurs, voilà, quand j'étais à mes débuts, ça m'avait beaucoup choqué. J'ai un enfant de 12 ans qui m'appelle. Il m'appelle et il pleure au téléphone. Il me dit, je t'en supplie, mets-moi un filtre. Alors je lui dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Il faut créer un compte. Parce que le filtre, évidemment, est payant, comme chaque service qui fonctionne. On va créer un compte, on va te mettre un filtre. Il me dit, non, mais je ne peux pas créer un compte. Il me dit, parce que si je dis à mon père, déjà, il va me reprendre le téléphone, parce que c'était mon cadeau de 12 ans. Et en plus, il va s'énerver. Il nous a demandé, est-ce qu'on peut, nous, lui installer le filtre? Donc, en fait, on a pris sur nous Tag. J'ai appelé le directeur de Tag. Il m'a dit, bien sûr, tu lui offres, tu payes avec la carte de l'association. Et donc, en fait, on lui a installé un filtre. Mais en fait, il y a beaucoup d'enfants qui reçoivent des téléphones. Et en fait, les parents ne s'imaginent même pas ce qui se passe. Et moi, j'ai même un technicien Tag qui m'a raconté qu'il avait parlé avec un enfant qui était vraiment, en plus de famille très religieuse, qui est tombé très, très bas avec le téléphone. Et l'enfant, il lui dit, franchement, très franc, il lui dit, mais tu crois quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Tu crois quoi qu'on a besoin de ça pour téléphoner? Je lui dis, dedans, on a tout. On a tout. Ça nous donne accès à tout. Alors, je ne dis pas que tous les enfants prennent un téléphone pour aller voir du contenu adulte, évidemment. Mais très vite, ils peuvent tomber là où il ne faut pas. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils tombent dedans, ils ne peuvent plus en sortir. Alors, il y a des parents, ils vont dire, ok, j'entends tout ce que tu dis, mais concrètement, tous les potes de mon fils, toutes les copines de ma fille ont un téléphone. Si je lui enlève, enfin, si je lui donne pas ce téléphone pour son anniversaire, ce cadeau qu'il attend depuis longtemps, bon, bah, il va se retrouver en termes sociaux complètement isolé des autres. Peut-être ça peut causer d'autres soucis. Oui, c'est vrai, c'est l'angoisse des parents. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des parents cèdent. C'est parce qu'ils n'ont pas envie que leur enfant soit isolé, soit seul, n'ait plus de copains. J'ai eu une maman comme ça dans une école, en plus même pas religieuse, hein, ce pas des gens spécialement religieux, mais c'était une très bonne maman qui est d'ailleurs coach dans le numérique, qui essaye d'aider les gens justement à réduire leur temps d'écran. Et je me rappelle, elle m'avait raconté que les dimanches, elle dit à son fils, mais pourquoi tu ne sors pas, mon fils? Va faire un tennis, va faire un foot, sors avec tes copains. Il dit, mais maman, j'ai plus de copains. J'ai plus. Ils sont tous sur leur téléphone. J'ai personne avec qui aller jouer. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. Si on met un filtre, il ne sera pas isolé, parce qu'on peut lui laisser que les bonnes choses. C'est pas un problème. Il a besoin de WhatsApp, on lui laisse WhatsApp. Dans certains cas, on peut même laisser plus que ça. Il y a des gens qui ont le filtre, ils ont gardé Snapchat, Instagram. Alors justement, c'est la question que je vais te poser. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parents qui doivent te dire, écoute, moi je veux bien installer un filtre, ok, je veux bloquer les choses les plus graves, ok, on ne va pas revenir sur le sujet, mais je veux au moins bloquer ça, mais je veux qu'il ait cette possibilité d'échange avec ses potes. Donc évidemment, je veux qu'il ait WhatsApp, je veux qu'il ait Instagram, et je veux qu'il ait TikTok, je veux qu'il ait YouTube. Comment tu vas réagir toi avec ces parents donc, qui te font ces demandes-là? Est-ce que tu vas leur dire, ok, au moins on limite le contenu tordu, ou est-ce que tu vas essayer de leur faire passer ce message qui va leur dire qu'il y a d'autres problèmes qui rentrent en compte? Il y a aussi des images explicites qui sont peut-être pas pornographiques, mais explicites qui peuvent faire des problèmes. Et aussi cette dépendance, comme tu parlais du jeune qui dit j'ai plus de copains parce qu'ils sont constamment sur leur téléphone. Alors en fait, ça, c'est au cas par cas. Alors déjà, il faut comprendre que si l'enfant dans sa classe, tout le monde est déjà sur Insta, tout le monde est déjà sur les réseaux, on est déjà dans le problème. Donc là, on va essayer de limiter la casse. Donc effectivement, on a eu des gros débats entre techniciens tag. Qu'est-ce qui est mieux? De prendre que des gens et on leur bloque le maximum, comme ça on les protège, mais au moins on a une élite des gens qu'on a protégés au maximum. Ou non, on essaye de s'adapter à chacun. Alors parfois, c'est un peu dérangeant, j'avoue. On a eu des gens qu'à leur niveau, ils n'auraient pas dû avoir certaines choses, mais on n'a pas le choix que de leur mettre un niveau plus bas pour qu'ils aient au moins le filtre. Parce qu'on sait très bien que finalement, le pire, c'est ça. Okay, parce qu'on a plusieurs degrés, plusieurs raisons pour mettre un filtre.
Donc, comme on a parlé tout à l'heure, la première raison, c'était le contenu adulte. La deuxième raison, c'est les images qui ne sont pas adaptées à notre niveau pour certains. Okay, parce que finalement, qu'on soit religieux ou pas, hein, ce n'est pas une question de religion. Une femme, ça les dérange que son mari regarde des femmes en sous-vêtements et en maillot de bain toute la journée sur des réseaux. Okay, on ne va pas se mentir. Il y a aussi un problème qui est le problème de l'addiction, de la perte de temps. Les gens passent un temps fou. Alors là, on ne parle plus des enfants, on parle de tout le monde. On parle de tout le monde. On parle de tout le monde, c'est vrai. Mais les enfants, il y a une étude qui a été faite en Île-de-France où des enfants qui passent plus de 2 heures sur leur écran avant de dormir dorment moins de 7 heures par nuit. Alors qu'un enfant a besoin entre 8 et 10 heures de sommeil par nuit. Maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça a des conséquences physiques, cognitives sur le cerveau. Le cerveau ne fonctionnera plus de la même façon. Donc cet enfant qui passe du temps sur son téléphone le soir avant de dormir, et d'ailleurs, ils nous ont essayé de nous faire croire qu'il y a l'histoire de la lumière bleue, la lumière jaune, que si on appuie sur un bouton, ça ne va plus nous déranger. C'est-à-dire qu'avant de dormir, tu regardes ton écran, tu mets en mode nuit, les yeux, tu reçois moins de lumière, etc. Fatigue ou concentration. Ah, pour toi, c'est du vent, ça? Non, ça ne sert à rien. Pourquoi c'est une arnaque? Parce qu'en fait, Dieu a créé un monde parfait. Pourquoi? Parce que dans notre cerveau, on a, comme notre téléphone, on a un capteur de luminosité. Donc en fait, l'être humain, quand il voit le jour, il est réveillé. Quand il voit la nuit, il est fatigué et il va dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, voir l'obscurité, le noir, ça sécrète de la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. En fait, cette mélatonine, c'est ce qui va nous aider à nous endormir. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens qui passent leur soirée devant leur téléphone avant d'aller dormir, en fait, ils ont une projection de lumière sur leur cerveau. C'est-à-dire qu'elle soit bleue, jaune ou rouge, ça ne change rien. C'est une lumière. Peu importe. La lumière, dès que le cerveau voit de la lumière, il ne va pas réussir à s'endormir. On sait qu'aujourd'hui, il y a des contrôles parentaux qui existent sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, Family Link, etc. Est-ce que ça suffirait, ça, pour protéger un enfant? Est-ce qu'on est obligé de mettre un filtre ou est-ce que ça peut faire le job? En fait, le contrôle parental ne peut pas suffire. Parce qu'en fait, le contrôle parental, c'est un contrôle parental. Donc en fait, c'est un outil pour fliquer les enfants, pour suivre, voir leur fonctionnement au quotidien. Et en fait, cette solution, pour plusieurs raisons, n'est pas adaptée. Déjà, si les parents s'amusent à fliquer les enfants, très vite, ils vont devoir arrêter. Parce que l'enfant, il a sa vie privée, il n'a pas envie d'être dépendant de son père pour chaque application. Et ça va créer un problème de relationnel avec les parents. Parce que souvent, l'enfant, il se sent fliqué par son père. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que l'enfant va acheter un téléphone derrière le dos de son père. Parce qu'en fait, il en a marre d'être fliqué, ou bien qu'à la première occasion, il va l'enlever. À part ça, les restrictions ne sont pas un filtre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un système qui va bloquer ou débloquer certaines applications, certains contenus, mais il n'est pas capable d'aller dans le site et filtrer, analyser le problème et le filtrer. Et une troisième raison, c'est qu'il y a énormément de failles dans ces systèmes. Parce que ces systèmes ne sont pas faits pour des enfants de 14, 15, 16 ans. C'est juste des systèmes pour bloquer à des enfants qui sont encore petits. Plus jeunes, quoi. Plus jeunes, voilà, on va dire 8, 10 ans. Pour leur alors que justement, le problème, il va plus se poser à l'adolescence que... Alors que, on va dire que chez nous, en tout cas dans la communauté principalement, l'âge de possession d'iPhone, il n'est pas encore à 8 ans, même s'il est en train de descendre. L'âge de possession, il est quand même plus tard. Donc c'est à partir de 12-13 ans. Et à 12-13 ans, les enfants connaissent les failles de tous ces systèmes. Ils sont déjà beaucoup plus intelligents, beaucoup plus malins. Ils discutent entre eux. Dès qu'il y en a un qui trouve une faille, il l'a dit à ses copains. Et en fait, ils savent comment contourner ces solutions. Voir avec l'enfant pour mettre un filtre, que lui ait envie de mettre le filtre, pas imposer. Parce que, en fait, quand un parent. C'est l'action que vous êtes posée. Si le parent dit ouais, je veux mettre un filtre, l'enfant il dit non, mais je veux pas de filtre. Non, parce que si on impose un filtre, ça ne marchera pas. Un enfant ne peut jamais dire oui de lui-même. Enfin, pour ceux qui ont des adolescents. Ça dépend. Si on leur explique. Alors déjà, ça dépend. Parce que si on a commencé tôt, donc il a grandi avec le filtre, donc il n'y a pas de problème. Donc moi, je connais des gens, par exemple, l'enfant n'a jamais touché le téléphone sans filtre. Je connais même des adultes qui ne touchent pas un téléphone sans filtre. J'ai d'ailleurs eu une très belle histoire. Il y a 2 ans, il y avait le gala de l'Aïchiva de Mir. Et ils avaient fait une campagne à Lodon. Et donc, il y a un responsable de l'Aïchiva qui m'a appelé du groupe français. Ils ont loué 55 appareils. Et les étudiants qui étaient censés faire cette campagne ne voulaient pas toucher des appareils sans filtre. Donc même si c'était que pour faire quelques heures de phoning et mettre les liens à l'odon et les envoyer de ça, ils ne voulaient pas toucher ces appareils. Et en fait, on a travaillé avec encore un technicien tag. On leur a installé pendant une journée entière 55 appareils. Ils ont payé 1 mois de filtre pour 48 heures d'utilisation pour ne pas toucher un appareil sans filtre. Parce qu'en fait, c'est une barrière. C'est des règles. Quand on a des règles, on ne prend pas de risques. Tu réponds quoi à l'argument de ceux qui vont te dire écoute, moi je ne suis pas religieux. Donc les filtres, c'est... Voilà, tu parlais d'étudiants en Torah qui ne touchent pas un téléphone sans filtre. OK. Moi je ne suis pas religieux. Donc en quoi un filtre, ça me concerne? En fait, le filtre concerne tout le monde.
Déjà par rapport au contenu adulte, parce que ça choque un enfant. Et nos enfants, il faut les préserver. Ok, ils ont une enfance, il ne faut pas leur voler leur enfance. Il ne faut pas leur enlever leur enfance trop tôt. Il faut qu'ils aillent jouer, qu'ils se dépensent, qu'ils courent, qu'ils aient une vie sociale, active. Daniel, on parle beaucoup des jeunes, des enfants, etc., des adolescents. Est-ce que le filtre concerne aussi les adultes ou c'est vraiment que pour les jeunes? C'est quoi l'âge maximum pour avoir un filtre? Voilà, pour poser la question clairement. Alors, il n'y a pas d'âge. Tout le monde a un filtre. Chez Tag, on a des gens qui ont des filtres, des jeunes. Mais ça des sert à quoi un adultes. filtre chez un adulte, voilà? Alors, un filtre, ça sert à combattre ses pulsions, ça sert à combattre ce qui nous rend addicts. Si chacun est honnête, on a tous certaines addictions, on passe tous énormément de temps dessus, et même ça nous aide à prendre conscience. Parce qu'en fait, on doit avoir des règles très claires. Ok, on doit avoir des règles d'utilisation. Par exemple, pas de téléphone à table, pas de téléphone dans la chambre. Les gens, ils vont aux toilettes avec leur téléphone, ils restent 1h30 aux toilettes. On a des gens qui, voilà, comme on a parlé tout à l'heure, ils sont en train de conduire, ils sont sur leur téléphone, ça augmente de 30% le risque d'accident. Rien que de consulter, de lire le SMS, pas répondre. Il y a des gens qui répondent avec leur SMS. Mais ça, c'est pas un filtre qui va filtrer le SMS. Alors le filtre, il ne va pas filtrer pendant la conduite, c'est sûr, mais le filtre, il donne cette conscience. Il donne cette conscience qu'à tout moment, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit où on peut perdre du temps, c'est un endroit où on peut tomber sur des images chocs. Et aussi, il y a plein de gens qui nous appellent parfois juste pour bloquer un site, pour bloquer une application. Moi, j'ai une personne, par exemple, qui avait mis le contrôle parental après le 7 octobre. Il avait téléchargé Telegram pour voir un peu toutes les vidéos filmées par le Hamas, toutes les catastrophes, toutes les horreurs. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il m'a dit, je me suis mis un contrôle parental, j'ai mis un code, j'ai supprimé l'application, je l'ai bloquée. Il m'a dit, j'ai dû la télécharger 200 fois depuis. Il m'a dit, je la bloque et je la débloque. Je la bloque, je la débloque. Je la télécharge, je la supprime, je la retélécharge. Et donc, en fait, ces personnes-là, quand ils sont conscients, et tout le monde a ça d'une manière ou d'une autre, quand ils sont conscients, on les aide, on les accompagne. Parce que quand ça passe par nous, alors c'est plus la même chose. Une fois que c'est bloqué chez nous, évidemment qu'il peut nous demander de la débloquer, mais il sera gêné. Donc, il va nous demander de bloquer. Et parfois, il y a même des gens qui nous disent, bloquez-moi ce site et je ne veux plus avoir accès. Donc, en fait, chaque personne, elle peut, si elle est honnête... C'est un peu comme au casino, se faire interdire de casino pour plus replonger, quoi. C'est exactement. Donc, en fait, les gens, s'ils sont honnêtes, ils savent, ils nous contactent, on les aide, on les accompagne. Et on va... Voilà, j'ai un autre exemple. J'ai une personne personne assez connue à Paris, qui jouait beaucoup aux jeux d'argent, qui jouait énormément aux jeux d'argent, et sa femme n'en pouvait plus. Parce qu'en fait, il gagnait très bien sa vie, mais il flambait tout. Il passait des heures à jouer au poker sur l'ordinateur. Et donc sa femme nous a contactés avec son accord, bien sûr. On a discuté et on lui a bloqué tous les jeux d'argent. Donc en fait, chacun a des failles, chacun a des addictions. Et en fait, l'idée, c'est de comment se libérer. Alors, bien sûr, il y a un travail à faire. Ce n'est pas juste une question de bloquer. Parce qu'après, il y a un travail aussi, comment régler ça. Parce que chaque addiction, elle demande un traitement et un travail derrière. Mais commencer par bloquer, c'est ce qui nous permet de sortir déjà. On est dans une spirale négative, on est aspiré par, ça peut être le jeu, ça peut être toutes sortes d'addictions. Et chacun, après, il doit essayer de se bloquer pour se limiter, pour sortir de cette spirale et commencer à traiter ce problème. Est-ce que tu as des histoires qui t'ont marqué avec ton expérience à Tag? Le cas qui m'a le plus perturbé, c'était une fois un papa qui est venu me voir. Il est venu au bureau et il se met à pleurer. Et en fait, il me raconte qu'il a pris le téléphone de sa fille et il était en train de parler avec des inconnus. Elle disait des horreurs sur un certain réseau. Il m'a dit, je ne reconnaissais même pas la voix de ma fille qui était tellement mignonne, tellement gentille, adorable, travaille bien à l'école. Il m'a dit, je ne reconnaissais même pas sa voix. Elle m'a dit, elle prenait une voix bizarre. Elle m'a dit, on dirait qu'elle était possédée. Et en fait, elle parlait avec d'autres gens. Elle disait des trucs horribles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment des trucs horribles. Et dedans, il a trouvé des vidéos de mangas japonais érotiques, des choses très graves. Il m'a dit, je suis pas, il n'était pas religieux. Il m'a dit, je suis pas religieux. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a dit, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie en n'étant pas religieux. Donc il est venu me voir, il me dit, est-ce que vous pouvez me mettre un filtre? Alors, en fait, je lui ai expliqué on va mettre un filtre, bien sûr. Mais je lui ai dit, mais là, c'est pas un filtre qu'il faut. Je lui ai dit, déjà, la petite, il faut l'emmener chez une psychologue. On l'a redirigée vers une psychologue. Par rapport aux discussions avec les inconnus, parce que ça commence à devenir un peu chaud, je lui ai même dit d'aller porter plainte au commissariat. Ça, pour moi, c'est une histoire qui m'a bouleversé, parce qu'on voit la gentillesse de ce papa qui a offert un iPhone à sa fille de 12 ans. D'une manière innocente et qui... D'une manière innocente, et qui s'est senti trahi. En fait, il a senti qu'il a perdu sa fille par sa faute, en fait. Il a voulu lui faire plaisir, en fait, il lui a offert un cadeau empoisonné.
En fait, il ne retrouvait plus sa fille. Donc après, il y a eu un long processus, c'était il y a longtemps. Au prochain, j'ai eu un retour récemment. Alors justement, pour finir, j'aurais voulu que... Parce que l'idée de cette émission, évidemment, c'est pas de montrer du doigt des parents qui achètent des téléphones, qui mettent pas de fil. C'est pas le but. Le but, c'est que voilà, c'est souvent fait de cette manière-là, d'une manière innocente. On veut faire un cadeau à notre enfant. On va lui acheter le dernier téléphone. Voilà, c'est la bar mitzvah. On va marquer le coup. Donc, on va prendre un modèle très trop, etc. Sans imaginer le carnage qui peut arriver derrière. Et donc, c'est plus un signal d'alerte pour prévenir ses parents en disant si jamais ce cadeau doit arriver, c'est peut-être pas que la chose qu'on recommande de faire, mais si ça devait arriver, comment faire, comment agir, installer un filtre à l'intérieur pour protéger votre enfant. Exactement. Maintenant, beaucoup de gens demandent mais pourquoi il y a besoin d'un filtre concrètement. Finalement, voilà, on ne voit pas qu'on a besoin d'attacher les mains des enfants pour ne pas qu'ils volent, de leur mettre du scotch sur la bouche pour ne pas qu'ils disent des vulgarités, mettre des boules caisses dans les oreilles pour ne pas entendre des choses qu'il ne faut pas. Pourquoi il faut un filtre ? Pourquoi ? Beaucoup de gens se posent cette question. C'est-à-dire que pourquoi le danger du téléphone, il est plus dangereux, ou de l'ordinateur, d'Internet, il est plus dangereux que les autres dangers qui peuvent arriver et les autres problématiques, comme le vol, l'entendre des choses, voir dire des choses pas bien, etc. En fait, Rav Gottlieb, qui est le fondateur de TAG, a écrit un petit fascicule qui explique en fait toute la problématique d'Internet. Et dedans, il va parler de ce qu'on appelle les amplificateurs numériques. C'est quoi les amplificateurs numériques ? En fait, c'est que au fond de nous, on a un fonctionnement, on a une balance interne. Okay ? Chez nous, on appelle ça Yetzirah Tov et Yetzirah Ra, le bon penchant et le mauvais penchant, la bonne conscience et la mauvaise conscience, peu importe le nom que vous allez donner à ça. Mais en fait, on a une balance intérieure. Et en fait, dans le réel, dans la vraie vie, on a une façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui nous a fait un sale coup, qui est passé devant nous au supermarché, on n'aura pas la même réaction si on connaît la personne, si on nous connaît nous, si on nous voit, si on est avec nos enfants. On n'aura pas la même réaction selon les situations. Okay ? Donc en fait, on a à l'intérieur de nous, à chaque situation, on a une balance interne qui va se mettre à s'actionner et on va réfléchir comment réagir. Donc en fait, si c'est dans le supermarché du quartier, on nous est passé devant un peu à sauvage, alors on va rien dire, on va dire ça va, t'inquiète. Mais si c'est dans un endroit qu'on ne connaît pas et qu'on est seul, et qu'on est un peu tendu, parce qu'il y a d'autres facteurs, alors on va s'énerver, on peut l'insulter, on peut Donc en fait, les réactions ne sont pas les mêmes. Le problème d'Internet, c'est que dans le monde virtuel, cette balance, elle est faussée, elle est trafiquée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs, ce que Rav Gottlieb appelle les amplificateurs numériques, qui font que les réactions d'office, elles sont du mauvais côté. Pourquoi ? Il va donner plusieurs exemples. Il y a l'anonymat, la gratuité, la virtualité, l'accès répété. Je vais en expliquer quelques-uns, je ne vais pas rentrer dans tous. Mais par exemple, voilà, l'anonymat. Quelqu'un qui est seul devant son écran, alors il va se permettre de dire des choses qu'il n'aurait pas dit dans la vraie vie. Ok ? Parce que, en fait, voilà, d'ailleurs, on voit bien, vous rentrez dans n'importe quel article, n'importe quel site, vous voyez les commentaires, mais c'est à vomir. Comment des gens peuvent parler comme ça ? Surtout après le 7 octobre, on voit, je vais sur des sites d'information, on voit ce que les gens... Comme c'est anonyme, donc ils se permettent de dire des choses qu'ils n'auraient pas fait dans la vraie vie. Je donne un exemple, imaginez une personne, elle marche dans la rue, elle voit une affiche, on va dire, d'une femme mal habillée ou un truc comme ça, il est tenté de regarder. Donc si c'est dans la vraie vie, il marche, il est avec ses amis, avec sa femme, évidemment, il ne va pas regarder, il va se retenir un petit peu parce qu'il a une gêne. Mais quand c'est sur Internet, il est seul aux toilettes avec son téléphone ou il est seul peu importe où, alors personne ne le voit. Et donc là, il va se permettre de faire des choses qu'il n'aurait pas fait. Ou alors la gratuité, un autre amplificateur. C'est qu'en fait, comme tout est gratuit, on a l'impression que tout est gratuit, donc on se permet. Parce que s'il fallait payer par exemple juste 2 € par contenu problématique, les gens n'auraient pas vu la moitié du contenu qu'ils auraient vu. Mais comme en fait tout est gratuit, donc on a l'impression, on se dit bon, pourquoi pas. Ou alors la virtualité. On ne sent pas qu'on fait une action problématique. Vous voyez, dans les groupes WhatsApp, par exemple, des fois, les gens ils se permettent de dire des réactions très méchantes, des réactions qu'ils n'auraient pas dit, des mots qu'ils n'auraient pas dit en temps normal. Et ils se le permettent. Pourquoi ? Parce qu'on ne sent pas qu'on fait quelque chose de pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue nous dit un mot pas bien, si on vient, on lui met un point dans la tête, alors on sent qu'on a fait une mauvaise action. On a le cerveau, on regarde, on analyse la situation, on réfléchit et on réagit. Mais là, en fait, les gens, ils réagissent avant de réfléchir. D'ailleurs, c'est pour cette raison que même dans WhatsApp, aujourd'hui, ils permettent de supprimer les messages ou modifier les messages parce qu'en fait, ça va tellement vite que souvent, les gens, ils écrivent avant de réfléchir.
Et donc, en fait, tous ces amplificateurs-là, ou alors un autre, c'est l'accès répété. C'est une personne qui est tombée quelque part. Alors, en temps normal, si par exemple, il a été une fois à une soirée avec des vieux amis d'avant, il sait que quand il est avec eux, ça se passe mal. Donc, alors, il va pas, il sait qu'il faut éviter ces gens-là. Il va éviter d'y retourner. Mais quand c'est sur Internet dans la poche, alors à tout moment, il sera tenté d'y retourner. Et donc, il va retourner et encore et encore et encore. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la vraie vie et dans le virtuel, on n'a pas les mêmes réactions. Et c'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'un filtre. On a besoin d'un outil qui va nous aider à reprendre le contrôle, rééquilibrer cette balance pour avoir un comportement qui est normal, comme dans la vraie vie. Je vais donner aussi des conseils pratiques aux gens sur l'utilisation de manière générale d'un ordinateur, d'un téléphone. Exactement. Je pense qu'il y a quelques règles que si on met en place, on peut éviter énormément de problèmes. Pas de téléphone à table, pas de téléphone dans la chambre, on ne va pas avec le téléphone dans les toilettes. Et surtout, principalement, c'est l'exemple. Les parents doivent donner l'exemple parce qu'en général, le fais ce que je dis mais pas ce que je fais ne fonctionne pas. Ouais. Et aussi, beaucoup de parents pensent que le téléphone, c'est le babysitter des enfants. Donc la facilité d'aujourd'hui sera la difficulté de demain. Il faut bien réfléchir à tout ça parce que si on habitue nos enfants à utiliser ou s'ils nous regardent nous utiliser constamment, alors tôt ou tard, ça va se retourner contre nous. Donc il faut anticiper tout ça, mettre des règles. Et pour les écoles, pareil, essayer de réunir les parents dans chaque classe avant le début, avant, pas attendre qu'ils aient 16 ans, avant. Dès qu'ils ont 12 ans, dès qu'on sent qu'il y a un début de brèche, ou même essayer d'anticiper encore avant, de rassembler les parents de la classe, faire une soirée à la maison, ou même se réunir à l'école et discuter de ça. Qu'est-ce qu'on fixe entre nous pour ne pas qu'on tombe dans ce problème? Daniel, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui à TorahBox, d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère que c'était assez clair, voilà, qu'on a réussi à aborder toutes les problématiques. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les mettre dans les commentaires. Et on vous dit à très bientôt sur TorahBox. Merci.